Bonjour tout le monde. Je remercie Madame Wistiner de m'avoir invitée pour cette conférence qui m'intéresse au plus haut point. J'ai moi-même vécu un burn-out le 13 juillet 2009 et je vais vous raconter mon histoire. Je vais essayer de la résumer en 20 minutes, ça va très certainement pas être facile, mais je vais essayer. Donc mon nom est Laurence Vionnet, j'ai 40 ans. Je travaille chez Coop depuis 10 ans. Je suis cadre au niveau du département des ressources humaines. Je m'occupe du personnel, de la gestion du personnel de 2 cantons, le canton du Valais et le canton de Fribourg, ce qui représente environ la gestion de 900 collaborateurs. J'ai dans mon équipe une personne et demie au support, donc qui travaille avec moi. J'ai mon bureau qui est basé à Renan. Je suis une Valaisanne, une enfant de Sierre, donc j'ai vécu toute mon enfance à Sierre. J'habite actuellement Sion et donc je fais les trajets, je travaille à 80%, j'ai cette chance, je fais les trajets tous les jours de Sion à Renan ou de Sion dans les magasins, ce qui correspond environ à 200 km par jour. J'ai fait mon burn-out le 13 juillet de l'année passée. Et puis j'aimerais faire un petit feedback parce que, comme le disait tout à l'heure Madame Wistiner, il y a des signes qui sont précurseurs. Ça faisait 6 mois que je dormais mal, je me réveillais le matin fatiguée, je me sentais de plus en plus fragile, je dirais un petit peu sur le vif, vulnérable dans certaines situations. Vu que je travaille dans un département des ressources humaines, je m'occupe tous les jours de personnel, de personnes qui ont des problèmes, je gère des conflits, je gère diverses situations. Et je commençais à sentir que je vivais un manque de concentration, une importante baisse de confiance en moi. J'avais de plus en plus de peine à prendre des décisions, à prendre les bonnes décisions. Et voilà, donc une grande perte de confiance en général. Chez Coop, on a un service social avec des infirmières d'entreprise, avec des assistantes sociales. Et une des infirmières me disait « Attention Laurence, je vois que tu vas mal. Tu as l'air fatiguée, tu as l'air irritable, j'ai l'impression que tu vas craquer. » Et moi, je ne voulais rien entendre. Donc je sentais effectivement que j'étais dans une période qui commençait à devenir très critique, mais je ne voulais pas entendre ce qu'elle me disait. J'étais tellement dans mon travail, dans ce qu'on attendait de moi, que j'avais envie de faire face. Et je me disais, ok, si aujourd'hui je me sens fatiguée, demain, j'irai au lit très tôt. Donc je me couchais à 8 heures le soir. Je me disais, voilà, une bonne nuit de sommeil, puis demain, tout ira bien. Et je me réveillais le lendemain, à 5h, 5h30, parce que quand on doit être à Renan à 7h30, 8h, il faut se lever tôt. Et je commençais à être aussi fatiguée le matin quand je me levais que avant de me coucher le soir. Et donc là, j'ai commencé à me sentir vraiment épuisée. Le 13 juillet, j'arrive au travail, donc déjà avec un petit peu de peine à me lever le matin, j'arrive au travail et en plein milieu de matinée, il y a un événement qui a fait que la goutte a débordé. J'ai posé mes affaires, j'étais devant mon ordinateur, je ne pouvais plus rien faire. Je tremblais, j'étais dans tous mes états et j'ai vu un mur devant moi et je me suis dit là, je ne peux pas, je dois rentrer à la maison. Donc j'ai remis tous mes dossiers à mes collègues qui ont été très sympas et très, je dirais, qui ont vécu cette situation avec beaucoup d'empathie. Et j'ai pris ma voiture, je ne sais plus, je crois que c'était en milieu de matinée, et je me suis retrouvée à la maison. Et depuis le 14 juillet, fête nationale française, le combat a commencé. Je dirais que le parcours du combattant a vraiment commencé pour moi. Je me suis retrouvée seule à la maison, je me suis dit, bon, qui c'est qui va pouvoir m'aider maintenant dans la situation où je suis ? Je n'ai pas de médecin de famille, donc je n'ai pas de médecin attitré. Qui est-ce qui va bien pouvoir m'aider ?
Et là commence vraiment le grand parcours, c'est-à-dire que là, tout le monde y va, toutes les personnes de l'entourage y va de ses conseils. Mais écoute, Laurence, je connais un psychiatre, je connais un bon psychiatre, je connais un médecin, va le voir. Donc voilà, je n'ai pas de médecin, j'écoute ce qu'on me dit. Je me retrouve chez un psychiatre. Au bout d'1 heure d'entretien, il me donne un paquet d'antidépresseurs. Je me dis super, je ressors de là, je vais commencer la tablette, puis voilà, ça va très certainement faire rapidement son effet. Et puis, voilà, donc j'avais déjà l'impression que j'avais la solution entre les mains. Quelle illusion! Je me retrouve à la maison, je prends mon petit comprimé, le premier comprimé, et là c'est la catastrophe, parce que des effets secondaires impressionnants, même je dirais insupportables. De là s'ensuit vraiment toute une recherche, donc je les arrête bien sûr, je prends 2-3 comprimés, je les arrête, je me dis bon, qu'est-ce que je fais? Je ne vous fais pas la totale, j'ai rencontré au moins, je ne sais pas, entre 6 et 7 médecins, des psychiatres, des psychologues, voilà, j'allais un petit peu tout azimut en me disant mais il faut absolument que je trouve quelqu'un qui m'aide. Se passe entre le 13 juillet, donc cette période de recherche va durer environ 1 mois et demi. Donc je vous laisse imaginer 1 mois et demi, on se lève tous les matins et puis on se dit il faut que je trouve une solution, quoi. La situation que je vis, c'est ce qui a été décrit tout à l'heure. Donc je suis d'abord incapable de rester seule, bien sûr. Là s'ensuivent des idées noires. Je suis incapable d'avoir une conversation avec qui que ce soit les amis, même les proches, la famille. Je ne vous parle pas donc des autres personnes, bien évidemment que ce n'est pas possible non plus. Je suis incapable d'avoir aucune envie. Je me sens tout simplement incapable de vivre. Et à ce moment-là, j'ai qu'une envie, si on se sent incapable de vivre, on n'a qu'une envie, c'est de disparaître ou de mourir. Alors je continue ma recherche, je me dis est-ce que la solution c'est un psychiatre, est-ce que la solution c'est un antidépresseur? Alors les jours, des longs jours se suivent. Et puis j'arrive quand même à me lever tous les matins parce que j'ai eu la grande chance d'avoir dans mon malheur une personne qui ne fait pas partie de ma famille et qui est à la retraite, qui fait partie de mon entourage proche, et qui m'a dit « Écoute Laurence, moi je viens vivre chez toi ». Donc grâce à cette personne, j'ai pu me lever tous les matins. Et je pense que si elle n'avait pas été dans ma vie à ce moment-là, je serais tout simplement restée couchée sur mon lit, à regarder le plafond, et puis à attendre. Mais à attendre quoi ? Donc j'arrive à me lever tous les matins, bien sûr forcée par cette amie. J'essayais de négocier des fois des petits moments supplémentaires pour rester au lit, mais ça ne marchait pas parce qu'elle était très très difficile, très dure avec moi, très stricte. Donc ça m'a vraiment bien arrangée dans cette période. Je continue à chercher mon médecin et au bout d'1 mois et demi, je trouve un médecin généraliste qui a aussi une spécialité, qui a travaillé dans la psychiatrie. Je vais le voir et là je me dis tiens, voilà, j'ai rencontré la personne de confiance qui va vraiment pouvoir m'aider. Alors on parle de médicaments, on parle de psychiatre, il me prescrit un premier médicament qui ne me convient pas non plus, un deuxième qui ne me convient toujours pas et au bout du 3e, c'est le bon. Apparemment, je n'ai pas trop d'effets secondaires, je le supporte. Donc je me dis, ok, j'y vais. Mais le chemin, il est très long parce que c'est clair qu'on prend un médicament. Je veux quand même vous dire que l'hésitation pour commencer à prendre des médicaments, elle est très longue parce que bien sûr qu'on n'accepte pas ce qui nous arrive. On se dit mais non, mais moi j'ai pas besoin de médicaments, je vais trouver une solution, je suis assez forte, j'ai toujours fait face à tout ce qui m'est arrivé dans la vie. Donc jusqu'au moment de la prise du fameux cachet, il y en a eu des tergiversations dans ma tête. Donc c'était pas facile. Je vous dirais que la première pastille, on a presque dû me forcer à me la mettre dans la bouche.
Alors après, j'ai commencé donc un traitement avec un suivi avec ce médecin en qui j'ai pu avoir confiance. Et puis là, on attend ces fameux 10 jours où on nous annonce que le moral va se restabiliser. Et effectivement, je dirais qu'au bout de 10 jours, le médicament commence à faire son effet. Et puis, on arrive juste, ce médicament m'a permis juste de sortir la tête de mon marasme. Donc, il m'a permis de pouvoir simplement commencer de nouveau à réfléchir sur ma vie, à réfléchir sur ma vie professionnelle, à avoir un petit peu plus les idées claires. Et je pense que sincèrement, dans la situation que j'ai vécue, sans le soutien des médicaments, je pense que ça aurait été beaucoup plus difficile, ou je ne sais pas comment ça se serait passé. À la rigueur, aujourd'hui, je m'en fous. Bon, alors, j'ai continué à suivre ce traitement. Parallèlement, bien sûr, ce médecin m'a donné le nom d'un psychiatre, et puis ça s'est bien passé. J'ai rencontré cette personne, on a eu le feeling, et puis on a tout de suite commencé à entamer des séances régulières. Se passe environ 3 semaines, et là, je commence de nouveau à repenser au travail. C'est-à-dire que je commence à repenser simplement au travail et à me dire, mais est-ce que je vais pouvoir recommencer? Est-ce que dans l'état dans lequel je suis, je vais simplement pouvoir y retourner, quoi? La réponse, elle était clairement non. Je dois tellement d'abord me sentir mieux, sortir de cette situation, retrouver de la force, que ce n'était pas le moment. Mais je commençais déjà à penser au retour. Et là, j'ai eu aussi la chance, pendant mon travail chez Coop, j'avais fait une formation de coaching, un cours de coaching avec une coach professionnelle. Et je me suis dit, il faut absolument que j'ai un soutien aussi par rapport à ce retour, parce que je ne pouvais de toute façon pas envisager un retour au travail sans quelqu'un qui fasse le chemin avec moi. Pour moi, c'était tout simplement pas possible. Pourquoi? Parce qu'on quitte une place de travail et quand on y retourne, l'entreprise, c'est toujours la même, les gens, toujours les mêmes, la masse de travail, c'est toujours la même. Voilà, c'est moi qui dois changer. C'est moi qui dois gérer mon stress, qui dois gérer mes émotions et qui dois gérer mon travail différemment. Donc là, j'avais pas le choix, enfin pour moi ça a été cette démarche de me dire il me faut vraiment un soutien pour revenir à ma place de travail. Et là j'ai repris contact avec cette coach, et puis on a fait un premier entretien. Alors on en a fait une dizaine en tout, et le premier entretien c'était vraiment, je dirais que le sujet c'était ne serait-ce qu'imaginer de retourner. Donc elle me posait des questions, pour moi c'était vraiment un petit peu de l'ordre de la science-fiction, quoi. Et puis les séances se sont enchaînées comme ça, et puis on a commencé à élaborer ensemble un fil rouge, vraiment un fil rouge qui me permettrait de reprendre le travail. Et le fil rouge, il a commencé par imaginer son premier jour de travail, tout simplement. Qu'est-ce que je vais faire? J'arrive au travail, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je salue simplement mes collègues? Est-ce que je leur parle de ce qui m'est arrivé? Est-ce que je marque le coup? Est-ce que je fais comme si de rien n'était? Parce qu'il y a le regard des collaborateurs, il y a le regard des supérieurs, on a quand même fait un burn-out, on est quand même fragile, tout le monde peut avoir sa propre interprétation et tout le monde y va de sa propre interprétation. Donc, comment je vais gérer ce retour au travail? Donc, on a vraiment fait
construit gentiment ce fil rouge, petit à petit, pas à pas. On a travaillé beaucoup sur mes compétences, sur mes points forts. C'est quelqu'un qui m'a donné énormément, qui m'a redonné ma confiance, hein, mais on y est allé vraiment petit à petit. Je la voyais un jour, j'avais l'impression que ça allait bien, et je la revoyais la semaine suivante, j'avais l'impression d'être de nouveau au début. Donc ça a été aussi un travail comme ça en dents de scie, et elle m'a accompagnée comme ça pendant, je dirais, pendant 1 mois. Et là, j'ai demandé à l'entreprise, j'ai demandé à COP si elle était d'accord de participer, hein, à cette démarche. Et l'entreprise a tout à fait été d'accord. Donc il y a eu à un moment donné une séance avec cette coach professionnelle, avec l'entreprise, et on a vraiment posé chacun nos attentes. Moi, quelles étaient mes attentes par rapport à la reprise, l'entreprise également, et puis on a pu construire cette reprise ensemble. J'ai recommencé le travail le fin octobre, à 50%, donc j'ai fait 1 semaine ou 2 semaines à 50%, après j'ai très rapidement repris à 100%. Ce que je trouvais aussi important de vous dire, c'est que pendant tout ce processus, pendant ces 3 mois, j'ai eu régulièrement, très régulièrement un contact avec l'entreprise, c'est-à-dire que je donnais moi-même des nouvelles à l'entreprise, régulièrement sur l'avancement de l'évolution de mon état de santé. Je dirais que chaque semaine, voire chaque 2 semaines, j'avais ma responsable au bout du fil. Le service social aussi a très régulièrement pris contact avec moi pour voir l'état de l'évolution. L'entreprise m'a passé un message. Au début, quand je suis tombée malade, j'ai rencontré ma responsable au bout de 3-4 semaines, et puis elle m'a dit « Mais écoute Laurence, tu as ta place dans l'entreprise ». Et puis pour moi, c'était un message très très important, de savoir que, ok, j'avais dû la quitter, c'est déjà tellement violent. Elle m'a dit, écoute, tu as ta place dans l'entreprise. Donc pour moi, c'est clair que c'était un élément qui pouvait me permettre d'envisager, de reprendre des forces et puis d'avoir un but. Et ça, je crois qu'au niveau du rôle de l'entreprise, c'est très très important. J'ai aussi vu ma responsable une 2e fois pendant tout ce laps de temps, et je trouve qu'elle a eu une bonne réaction dans le sens qu'elle m'a réitéré le message que j'avais toujours ma place. Par contre, elle m'a dit « Écoute Laurence, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, l'entreprise sera toujours la même, tes interlocuteurs seront toujours les mêmes, et la masse de travail, elle sera toujours identique. » Donc, à un moment donné, la balle est dans ton camp, donc elle ne m'a pas fait passer le message comme ça, mais moi, je l'avais perçu comme ça. Et c'est ce qui m'a permis, avec ce coaching, de mettre vraiment des nouveaux outils en place, des nouveaux réflexes, gérer mon stress différemment. Et je pense qu'effectivement, c'est à la personne qui est malade, on parlera après tout à l'heure de chance, de faire un burn-out, de mettre en place des nouveaux outils pour pouvoir vivre son travail de la manière la plus sereine et la plus productive possible en même temps. Si je me place maintenant dans le rôle de l'entreprise, on parlera plus tard de prévention du burn-out. Je disais à madame, la prévention, en tout cas dans le commerce de détail, en tout cas chez COP aujourd'hui, il n'y en a pas vraiment on n'a pas vraiment d'outils de prévention du burn-out. Les cadres, on suit des formations, bien sûr, les cadres au niveau des ressources humaines, les responsables d'équipe reçoivent des formations, un petit peu sur le burn-out, je dirais plus des informations que vraiment des formations, des cours de communication. On forme aussi les gens dans la gestion de l'absentéisme. Voilà, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et la gestion de l'absentéisme, ce qu'on demande à nos cadres et ce qu'on demande à nos responsables, c'est
c'est de développer leur communication et leur écoute. En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez quelqu'un qui tombe malade. Ben, souvent, ça passe un petit peu inaperçu si on ne marque pas le retour. Hein. Donc, nous, on demande à nos responsables de recevoir la personne qui revient de maladie, hein, ne serait-ce que si c'est un jour, hein, et surtout dans ces situations-là, pour demander ben, comment ça va, qu'est-ce qui se passe. Si c'est des situations qui se renouvellent, eh bien, on essaye d'approfondir un petit peu la discussion avec un entretien un petit peu plus formel. Et je pense que ce qui est primordial, je dirais, avant n'importe quel outil pour moi, c'est vraiment l'écoute des collaborateurs et puis d'avoir suffisamment d'écoute, d'empathie, de sensibilité pour percevoir ce qui se passe chez les collaborateurs. Il y a plein de signes avant-coureurs et à un moment donné, on doit s'inquiéter hein, d'absences qui se répètent ou d'autres absences. Mais je crois que soigner déjà l'écoute, s'intéresser aux collaborateurs et s'en occuper à ce niveau-là, c'est déjà, si tout le monde faisait déjà ces entretiens de manière correcte, hein, je pense qu'il y a beaucoup de situations qui pourraient en tout cas être détectées, voire même évitées. Voilà, je crois que j'ai terminé. Il y a peut-être encore des choses que j'aurais bien aimé vous dire, mais là, elles ne me viennent pas tout de suite. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, bonne suite à vous tous.